Bismillahirrahmanirrahim, hello les fanophiles. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler, on continue une série de cours concernant la gynécologie, on va parler des suites de couches pathologiques. La suite de couches ou bien la période en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, lorsqu'une femme a une couche, on a pas mal de problèmes et pas mal de complications, mais aujourd'hui on va parler principalement les risques infectieux. Si on a du temps, donc la prochaine fois, on va parler des autres risques tels que l'hémorragie et la thrombotique. Donc, suite de couche, c'est la période allant de 12 heures après l'accouchement jusqu'à les règles. Donc, la reprendre des règles. À peu près, donc 6 semaines à peu près, 6 semaines. Mortalité maternelle, décès d'une femme pendant sa grossesse lors de l'accouchement ou dans le postpartum jusqu'à un an après la fin de grossesse. Donc, c'est une introduction. On a à peu près donc, 9 à 13 décès par 100 000 habitants, soit 75 décès par an en France. J'ai mis ici de la France parce que j'ai extrait ce texte à partir des cours de la préparation des examens classement national en France. Donc, à titre informatif, on s'en fout. Mais très probablement, la mortalité maternelle chez nous, elle est plus élevée, hein, elle est plus élevée, surtout parce que parfois on accouche dans des conditions lorsqu'on ne respecte pas parfois des règles. Donc, ou parfois dans les parties rurales, donc on a encore des femmes qui malheureusement qui décèdent par ces complications. Ces complications sont les hémorragies de la délivrance. Par exemple, complications de l'HTA, les thromboemboliques, l'embolie amniotique et l'infectieux. Donc ça, c'est les causes de la mortalité. Et quand vous regardez l'hémorragie de la délivrance, c'est quelque chose de très important en termes de mortalité maternelle. Et aussi les complications de l'HTA, tout le monde sait, la prééclampsie, la crise d'éclampsie qui peut être mortelle. Et thromboembolique, hein, les femmes qui, après l'accouchement, qui restent restées chez vous, hein, qui restent chez vous et restent allaitées pendant plusieurs temps. Il faut, comme j'ai dit dans le cours précédent de suite de couche physiologie, il faut le lever précoce. Il faut qu'il marche précocement, le plus précocement possible. Donc il faut le lever précoce. L'embolie amniotique, bien sûr, et l'infectieux que je vais vous parler, je vais vous traiter l'infectieux ici. La césarienne est un risque augmenté de complications postpartum par rapport à l'accouchement par voie basse. Hein. Il faut regarder de ça. La césarienne, bien sûr, elle est indolore parfois, elle est donc, on peut dire, sophistiquée, mais elle a un risque de complications postpartum plus augmenté, surtout donc on va parler de ça. La postpartum immédiate, c'est inférieur à un jour, hémorragie de la délivrance, l'infection aiguë et la rétention aiguë d'urine. 3 complications en urgence. Après, de 3 jours à le 5e jour, on a l'hémorragie génitale, l'anémie, les troubles psychiques. Hein. Parfois, lorsqu'elle accouche, elle a une dépression. Donc, tout à fait, on peut dire, c'est pas tout à fait normal, mais on peut avoir comme une complication. Aussi, après, on a les complications d'allaitement, bien sûr, des infections des glandes mammaires, la mastite, etc. Les accidents thromboemboliques et les troubles génitosexuels, crise d'hémorroïdes. Hein. Souvent, donc, une femme, lorsqu'elle est constipée, elle veut l'accoucher, elle pousse, et elle peut déclencher une crise hémorroïdaire. C'est classique et c'est très fréquent. L'infection puerpérale, urinaire ou bien l'endométrite. On va parler aujourd'hui de l'endométrite. La postpartum tardive, donc c'est majoritairement complication de l'allaitement comme j'ai dit. On va faire peut-être une cours concernant seulement les mastites et l'abcès de sein, etc., qui sont à noter parmi les complications de l'allaitement. Anomalie de la cicatrisation. Si on a une femme diabétique qui soit des soins qui sont mal faits, donc parfois on a des anomalies de cicatrisation ou bien des abcès au niveau de plaies, c'est surtout donc césarien ou bien l'épisio. Retour des couches hémorragiques, parfois on a l'aménorrhée du postpartum, troubles génitosexuels, l'incontinence urinaire. On va parler maintenant, on va se focaliser seulement sur le risque infectieux et majoritairement l'endométrite aiguë. Donc c'est l'infection de l'endomètre, première cause de fièvre en postpartum, donc toute fièvre en postpartum, il faut penser à l'endométrite aiguë. Début souvent précoce,
vers G3, G5, donc G3, G5 à peu près une fièvre. Donc il ne faut pas mélanger entre la fièvre qui est modérée en cas de la montée laiteuse qui vient aussi dans le G3. Ici on a une fièvre un peu plus de 38 on peut dire, une fièvre importante de G3 à G5. Facteur de risque, c'est la rupture prématurée des membranes, supérieure à 24 heures, donc lorsqu'on a une rupture des membranes. Lorsque les membranes sont, on peut dire, stériles, lorsqu'on a une rupture prématurée des membranes qui est prolongée plus de 24 heures avant la naissance, donc on a un risque de cette infection. L'endométrite aiguë, il faut noter qu'elle est polymicrobienne, mais on a le strep B, streptocoque à galactae de groupe B. Donc, qu'il faut donc avoir parfois la prophylaxie par partum de streptocoque de groupe B. Donc, si on n'a pas cette prophylaxie, l'absence de prophylaxie, c'est un facteur de risque. Et les manœuvres endo-utérines, bien sûr, lorsque une femme accouche dans un endroit qui est par exemple sur les escaliers, ou bien, je sais pas, dans un forêt, ou bien de manière clandestine. Donc, ces notions, sont des facteurs de risque. Et malheureusement, on a encore des femmes qui accouchent dans des endroits, on peut dire, qui ne sont pas, on peut dire, hygiéniques. Donc, les manœuvres, ici, je ne sais pas si c'était ça. Ici, elle parle des manœuvres endo-utérines. Les manœuvres endo-utérines, soit la révision utérine, etc. Tous les manœuvres qui sont en intra-utérine. Donc, ça aussi augmente le risque infectieux. Rétention placentaire partielle inaperçue. Donc, lorsque la placenta reste à l'intérieur, donc ça qui dit stagnation, dit infection, plusieurs choses. La clinique, c'est un syndrome infectieux. Syndrome d'infection, on ne va pas citer ici, donc c'est de la fièvre, etc., etc. Grosse utérus mou et douloureux, mou, hein? Un utérus mou, c'est-à-dire et douloureux spontanément et à la mobilisation utérine. Donc il y a une douleur spontanée et même une douleur à la mobilisation et on trouve un utérus mou, donc ça fait la clinique. Et on a des lochis nauséabonds. C'est pas comme les lochis physiologiques qui sont une odeur spécifique, on peut le dire, mais pas nauséabonde. On a parlé de ça. Une lochie, c'est-à-dire les pertes sont les pertes qui sont normalement physiologiques après l'accouchement. On a ces pertes physiologiques. Mais lorsqu'ils deviennent nauséabonds et sales et parfois hémorragiques, donc ça fait attention, ça frappe dans la tête que peut-être on a un syndrome infectieux. Les complications infectieuses, donc tout ça, elle peut donc aller vers donc les paramètres. On peut même chez l'ovaire, donc elle propage. Elle peut donner parfois des pelvipéritonites jusqu'à la péritonite et parfois bactériémie. Donc c'est plus grave, hein, des complications, bactériémie, pelvipéritonite, hein, tout ça. Et bien sûr, les thromboses pelviennes. Donc, il faut diagnostiquer et traiter au temps. Paraclinique, échographie pelvienne systématique, recherche une retention placentaire, prélèvement bactériologie vaginale, des lochis. Donc, ça pour identifier les germes. Le traitement, il faut hospitaliser, c'est quasi systématique, et commencer en antibiothérapie par voie IV. Par voie IV, allaitement maternel, céphalosporine de troisième génération, parfois donc on fait la métronidazole. Ça, antibiotique IV et de céphalosporine troisième génération, parfois métronidazole, parfois parce que, comme j'ai dit, c'est multimicrobienne. Donc on ne cible pas un seul, donc on peut cibler les anaérobes par les métronidazole et céphalosporine troisième génération. Ici, on va parler des autres, tels que la pyélonéphrite. Donc, pyélonéphrite, c'est fréquent dans la postpartum. Le postpartum, donc, elle est fréquente. Elle favorise par les sondages évocateurs répétés, surtout en cas de péridurale. Diagnostiquée comme donc pyélonéphrite, elle est diagnostiquée par, on fait la bande urinaire et aussi une cytobactériologie d'urine. Donc, SUBU. Lorsqu'ils sont positifs, donc elle diagnostique la pyélonéphrite.
On a autre complication infectieuse de l'allaitement. Donc de l'allaitement, on a la lymphingite, la galactophorite et l'abcès mammaire. Donc trois choses dans les infections de l'allaitement, lymphingite, galactophorite et abcès mammaire. L'infection de cicatrice de césarien, comme je dis, parfois c'est l'abcès de paroi. Donc abcès de paroi, c'est au niveau de plaie. L'infection de cicatrice aussi de l'épisiotomie, comme j'ai dit tout ça, hein, c'est ou bien parfois on a des déchirures génitales, donc on a le risque de désunion de cicatrices. Donc tout ça sont les autres types d'infections. Mais il faut garder dans votre tête l'endométrite aiguë. L'endométrite aiguë parce que c'est la première cause de fièvre en postpartum. Elle est microbienne, peut compliquer de pelvipéritonite, de bactériémie et autre chose. Donc il faut rappeler de ça, il faut se méfier. Donc c'est ça pour les risques infectieux en postpartum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaine et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.